Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Disciples d'Hippocrate, un podcast qui se veut une table de discussion sur des sujets vastes et variés qui concernent la médecine au Québec et principalement la résidence. Je suis accompagné de mes collègues de toujours, Alain et Olivier, et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les entrevues et leur préparation. Bonne écoute! Donc, ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est qu'on divise un petit peu le CARMS en morceaux qui sont faciles à assimiler par rapport aux entrevues parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à parler. Juste un petit rappel en commençant pour ceux qui nous écoutent, l'échéancier CARMS, il y a plusieurs étapes qui s'en viennent. La première chose, c'est vraiment monter votre dossier. Vous avez jusqu'au 10 janvier pour faire ça. Ensuite, une fois que vous allez avoir rempli votre dossier sur la plateforme CARMS, les programmes ont jusqu'au 27 janvier pour vous envoyer une invitation sur la plateforme. Puis les entrevues vont se passer entre le 6 février et le 26 février. Mais c'est le cas, je pense que c'est dans 2 jours le 10, fait que je pense que ça va être publié une fois. Ouais, ça va être fait pour eux. C'est un excellent point. Puis pour ceux qui sont dans les prochaines années, qui vont pas être dans la cohorte 2023 quand ils font ça, c'est bien important de regarder votre calendrier. C'est des choses qui changent un petit peu d'année en année. Surtout avec la pandémie, il y a eu beaucoup de changements. Fait que restez à l'affût des dates pour votre cohorte. Alain, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu les invitations aux entrevues, comment on reçoit ce type d'informations-là, juste pour ceux qui ne sont pas habitués à ça. Donc, une fois que tout le dossier est monté puis qu'on le soumet, ça revient aux spécialités puis chaque programme d'analyser notre dossier. Puis ils vont commencer à nous envoyer les entrevues au compte-gouttes. Donc, c'est pas toutes les spécialités qui vont les envoyer en même temps. Puis même dans une même spécialité, dans un même programme, des fois, les invitations n'arrivent pas en même temps. Donc ça peut être assez stressant quand on voit qu'il y a quelqu'un qui a été invité pour, je sais pas, UDM dans telle spécialité, puis moi, je ne l'ai pas encore eu. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être invité, mais il faut juste être un peu patient. Puis vous allez le savoir. Ouais. En temps et lieu. Puis, donc, tant que vous n'avez pas eu de refus, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas invité. Puis, ils peuvent aussi vous donner, dans le fond, une place dans la liste d'attente. Donc, en prévision des gens qui se désirent d'avoir les entrevues. Puis vous, comment vous l'avez vécu ce jour-là? La première entrevue que vous avez été invité, c'est sûr que vous en rappelez. Moi, j'ai trouvé ça drôle. C'était médecine de famille. Ça faisait comme peut-être 2 heures qui pouvaient comme envoyer les entrevues, puis je reçois ça. Là, la première chose que je me suis dit, c'est eux autres, ils ont juste vu la liste de noms, puis ils filtrent après, puis ils se posent pas plus de questions à cette étape-là. Mais les autres entrevues, c'est vraiment... plus on se rapproche de mon premier choix de programme, plus c'était comme yes, puis c'est un bon feeling. Mais moi, une petite histoire que j'ai eue, c'est pendant ce mois-là, quand on recevait les entrevues, j'étais en stage de médecine interne avec quelqu'un qui a un profil similaire au mien, qui appliquait à peu près aux mêmes choses que moi. Puis je pense que c'est Laval que je sais pas pourquoi je recevais pas l'entrevue, l'invitation d'entrevue. Puis là, j'ai entendu qu'elle avait reçu. Puis là, c'est un petit coup de couteau de comme qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis finalement, ça c'est peut-être le take-home message, c'était dans mes courriers indésirables de ma boîte universitaire. Fait que ça vaut la peine d'aller regarder vos boîtes indésirables si vous êtes dans cette situation-là. J'avais été invité, mais quand je ne l'ai pas eu, j'étais un petit peu déçu quand même si c'était pas mon premier choix. Ouais. Vous autres, est-ce que vous avez des key moments? Moi, je me rappelle avoir appliqué en Anest au Québec puis en Ontario. Puis je me rappelle que j'ai eu ma première invitation le jour X. Puis c'était pour une université au Québec, mais puis là, j'étais comme, OK, let's go, je vais être invité partout, ça va bien, je suis confiant, ta. Puis le jour même, genre 2 heures plus tard, je suis pas invité dans 2 entrevues en Ontario, fait que ça m'a quand même, genre, ramené sur terre, puis j'ai dit, oh my God, genre, where is this going? Fait que je pense qu'il y a une certaine humilité à avoir à l'intérieur de tout ça, puis
Je pense que bon, l'Ontario, c'est autre chose pour des candidats au Québec qui n'ont pas fait d'université, qui sont direct du cégep. Fait que ça, c'est autre chose. Mais c'est une montagne russe, cet exactement. Dépendant de qu'est-ce que tu reçois en premier puis qu'est-ce qui tarde à arriver, ça va être beaucoup d'émotions. Un des points que je voulais amener dans aujourd'hui, là, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'était que, dans le fond, on a juste besoin d'une entrevue pour matcher. On n'a pas besoin d'avoir toutes les entrevues, puis ça veut pas dire que le programme dans lequel on a appliqué va pas nous prendre parce que d'autres programmes sont moins intéressés par notre dossier. Fait que c'est juste important parce que je pense que c'est nécessaire, mais aussi d'avoir confiance en soi, que les entrevues ne sont pas la fin de l'histoire, puis on a encore de la préparation à faire, puis du travail à faire, puis on peut encore mettre beaucoup d'efforts pour que on puisse matcher dans la spécialité qu'on veut. Puis il faut un autre point un peu sur cet élan-là, c'est pas toutes les universités, même dans un même programme, qui ont la même culture. Puis même au Québec, là, on voit quand même des différences entre les quatre universités. Puis ultimement, puis on va en reparler plus loin, mais ils veulent un candidat qui va fitter avec la culture de la place. Fait que c'est normal qu'il y ait une petite filtration qui se fasse à cette étape-là. Fait que c'est normal que votre candidature soit pas nécessairement la meilleure dans toutes les situations, puis que il y a des programmes qui avaient dit, ben ça, c'est moins ce qu'on recherche là, chez les candidats. Ça veut pas dire que vous êtes pas bon, ça veut juste dire que ça fait pas avec leur culture à eux. Exactement. Puis ils nous le disent tout le temps, là, c'est le CARM, c'est, dans le fond, ils cherchent un collègue avant tout. Quand on applique, puis on est invité aux entrevues, je pense qu'ils savent qu'on va être capable. Si on est invité, c'est parce qu'ils savent que on serait capable de faire la résidence. Là, c'est de voir est-ce qu'ils veulent nous avoir dans le programme, puis est-ce que nous, on veut aller faire notre résidence avec eux. Donc, je pense que c'est un point à garder en tête. Définitivement. Puis, bon, là, on a parlé un peu de comment ça se passe, recevoir les entrevues. Maintenant, là, vous avez été invité en entrevue dans votre programme de choix, là, puis c'est un peu là-dessus qu'on va prendre plus de temps aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer, se mettre sur notre meilleur jour, là? Tahir, je sais pas si il y avait des points là, qui te revenaient, là, que pour toi, c'est des éléments essentiels quand on se prépare aux entrevues, là? Ben, la première des choses, c'est t'as pas envie, puis je me rappelle avoir commencé à préparer mes entrevues avant même d'avoir reçu mes invitations aux entrevues, fait qu'en janvier, puis les entrevues étaient mars, avril, fait que c'est long. Fait que t'as pas envie d'investir 3 mois sur quelque chose qui est pas pertinent pour les entrevues. Où je veux en venir, c'est que commence par lire encore une fois la description des programmes. Il y a des requêtes, des caractéristiques de chacun des milieux des entrevues. Par exemple, l'anesthésie à Montréal demandait de préparer 1 à 2 minutes d'introduction sur toi, sur laquelle ils vont commencer leur entrevue. Ouais. Fait que si tu arrives en entrevue et tu n'as pas préparé ça, malgré avoir préparé tout le reste, ben, tu pars déjà sur de mauvaises rails. Fait que passe sur tous les entrevues que tu voudrais avoir, puis les programmes, puis regarde c'est quoi leur demande par rapport aux entrevues, regarde le type d'entrevues qu'ils vont avoir, est-ce qu'ils le disent d'emblée que c'est des MEM, ou c'est des entrevues classiques. Fait que je pense que ça vaudrait vraiment la peine pour partir sur de bonnes rails. Ouais, puis le format des entrevues, c'est important. D'ailleurs, c'est très spécifique, puis les programmes vont souvent le dire quand est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques à préparer. En radio, nous, on avait, vous le savez, certains programmes faisaient comme un genre de quiz de trouvailles radiologiques. Il y en a d'autres qui ne le demandaient pas. Puis aussi, l'autre chose dans la description du programme, c'est qu'ils vont dire qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant. Donc, puis ça, tu sais, veux pas, vous le connaissez un peu déjà parce que vous avez fait une lettre de motivation, puis en conséquence, vous avez bâti un peu votre dossier. Mais c'est juste un petit peu d'avoir ça en tête avant de vraiment commencer à préparer chaque question spécifiquement. Exact. Moi, une des choses que je rajouterais là-dessus, c'est ayez en tête c'est quoi les qualités de ce site-là spécifiquement. Fait que pas juste le format, mais vraiment, est-ce qu'il cherche quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui est plus en recherche, quelqu'un qui est plus empathique, centré sur son patient? On est toujours capable de dégager dans une université que ces valeurs-là sont un peu plus importantes que dans l'autre université. Puis exact. Moi, c'est quelque chose que j'essayais de mettre de l'avant dans mes entrevues,
OK, cette université-là, c'est ces valeurs-là, ce programme-là, c'est ces valeurs-là qu'ils vont vouloir. Fait qu'on va travailler là-dessus principalement parce que, comme Alain disait tantôt, ils cherchent un collègue. Fait qu'il faut essayer de montrer qu'on est là-dessus. Puis aussi pour l'approche en général de l'entrevue, je pense que une des principaux points, puis tout le monde le sait, puis tout le monde le fait un peu spontanément, mais c'est pas minimiser l'effet de la pratique, de répéter, puis d'en faire plusieurs. Ça dépend un peu de notre caractère en ce qui a trait de l'approche, de comment on fait ça. Moi, personnellement, j'avais un groupe de 2 personnes principalement. Là. Des fois, tu te rajoutais là-dedans, Salco, pour faire des pratiques d'entrevue en groupe. Puis, on préparait des questions d'entrevue, puis on disait les choses à voix haute. Puis, c'était juste, de la pratique. C'était pas de... On n'écrivait pas nos réponses. C'était juste de pouvoir exprimer ce qu'on veut déjà dire, puis de l'avoir répété une couple de fois, mais ça aide à ce que ça soit plus fluide le jour de l'entrevue. Puis, ça enlève du stress parce que c'est pas la première fois qu'on est dans une situation un peu vulnérable, mais les collègues qui sont avec toi ou si c'est ta famille ou ta conjointe, c'est pas des gens qui... il n'y a aucun... Comment dire? Il n'y a aucune conséquence à ça. Donc, il faut en tirer profit puis écouter leurs commentaires. Vraiment. Puis, la façon que tu parles de te préparer, ça comprend autant, de un, ton CV, exact. Ta lettre de motivation, de les passer en revue, de les connaître chaque détail, parce qu'il y aura littéralement des entrevues où ils les auront, puis ils vont te poser des questions. « Ah, t'as écrit ça sur ton CV, t'as parlé de ci, de ça. » Fait que ça, faut être capable d'en parler. Il faut être capable d'en parler. Puis moi, ce que je recommande à chacun qui écoute ce podcast, j'avais fait un document que j'avais littéralement intitulé « Situation particulière ». Puis dans ça, j'ai écrit, de un, toutes les compétences CanMeds, les forces potentielles que je voudrais mettre de l'avant, les faiblesses que je voudrais mettre, que je me prépare à potentiellement parler, et une liste vraiment, vraiment exhaustive. C'est un document qui était rendu genre à 25-30 pages de situations de l'externat, des situations où je veux juste passer presque ma vie en revue puis être capable de parler de tout. Être capable d'accéder à cette information-là. Vraiment rapidement. Puis ça, de l'avoir fait en amont de ma préparation avec mes collègues, comme tu disais, Alain, ça me permettait juste de les pratiquer. Puis là, c'était fou parce que même quand on me questionnait sur une situation que j'avais pas écrit, que j'avais pas pratiqué, j'étais capable de faire des liens. Oui. Puis c'est ça, je suis d'accord. C'est que tu es rendu capable de tellement parler d'événements de ta vie, puis de les lier à des forces, des compétences que tu voudrais amener à ce programme, que tu es capable de faire des liens entre pas mal toutes les questions qu'on peut te poser. Fait que 100%. Fait que l'important là-dedans, je pense, c'est la répétition. Puis au début, c'est un peu gênant de le faire. C'est un peu de se mettre dans une situation de vulnérabilité, mais c'est important de le faire avant les entrevues. Oui, les premières fois, là, puis à chaque fois que j'ai pratiqué avec des gens que c'est la première fois qu'ils le faisaient, puis moi inclus, c'est douloureux comme exercice à faire. Ouais. Mais c'est comme n'importe quoi, c'est des habiletés qu'il faut pratiquer, qu'il faut juste... Plus on en fait, plus ça devient naturel. Puis les entrevues, ça va toujours rester stressant, mais il faut essayer... En tout cas, moi, ce que j'avais en tête, c'était... Il faudrait essayer que la structure, comment c'est organisé faire une entrevue, ça soit pas stressant, que je sois juste concentré vraiment juste sur c'est quoi les questions qui me sont posées, puis comment je les réponds, mais que je sois pas... là, on en parlait un petit peu tantôt, mais on le pratique dans un vrai environnement d'entrevue. Là, cette année, c'est encore en ligne, les entrevues. Faites-vous votre espace de travail qui est dédié à ça pour dire que je pratique toujours là-dedans, puis que quand le jour de l'entrevue, j'arrive, tout ça, c'est du connu, c'est facile, je suis pas stressé juste à être devant mon écran, puis tout ça. Exact. Puis Alain, tu parlais d'avoir un petit peu ton groupe d'amis avec qui tu vas pratiquer. Oui. C'est vraiment, vraiment important parce que le truc avec ces amis-là, c'est que dans mon cas, ils savent comment je suis au jour le jour. Puis c'est ça ce qu'ils m'ont fait remarquer au début, c'est que t'es pas vraiment toi, tu deviens un petit peu un personnage quand tu pratiques tes entrevues, tu parles pas de la même façon, tu prends pas les mêmes expressions, ton tonus c'est plus le même. Fait que juste pratique-toi à être toi. Puis c'est dur. Mais c'est vraiment drôle, c'est exactement ce qui s'est passé dans une
pratique que j'avais faite avec Salco. Ouais, Je sais pas si ça en ben, rappelle. oui, ben, en fait, c'était, Parle-en. on était quand même fatigués. Là, c'était comme, je me rappelle, c'était comme un lundi ou un mardi soir, mais qu'on avait comme les deux eu une garde de fin de semaine. Puis ça faisait quelques fois qu'on roulait les entrevues. Puis là, je pose des questions à Alain, puis il y a toujours la question classique pourquoi tu veux faire ça, ou une déclinaison de ça. Mhm. Puis là, il fait juste me réciter ça, blablabla, genre, non, telle affaire. Ouais. Puis j'étais genre, Alain, comme quand tu m'en parles, t'es toujours comme excité, là, genre dans tes yeux, Exact. pétillant. Puis là, t'as de l'air mort, là, t'as de l'air... Puis j'étais genre, pratique-toi, genre, tu m'en... Puis Alain, sincèrement, c'est le genre de choses que... Le nombre de fois qu'en cours ou en stage, c'était comme « Ah, check ça, c'est tellement cool! » La genre... lueur dans les yeux. Mais c'est ça. Oui, non, mais ça c'est amène ça aux exactement ça. entrevues, là. La passion que t'as, faut qu'ils la sentent, parce que ils veulent pas juste quelqu'un qui a des bonnes notes, ils veulent quelqu'un qui va vouloir, qui en mange de cette spécialité-là. Puis c'est un peu... tu sais, vous l'avez vécu aussi, Ty et moi, un petit peu avec la chaîne YouTube, mais toi aussi, là, c'est la même chose. C'est que la première fois qu'on était devant un micro, devant une caméra, Ouais. on est tellement moins à l'aise. Puis tu sais, il faut juste le pratiquer pour qu'on puisse redevenir la personne qu'on est juste à l'habitude. Puis que, tu sais, quand vous êtes devant la caméra, ben, qu'il puisse savoir qu'il parle à une personne et non pas à un genre de personnage ou d'une genre de coquille de ce que cette personne-là est. Vraiment. Fait que, Pour se pratiquer à ça, une des choses que j'avais faites, puis que, bon, récemment, j'ai entendu sur YouTube une façon boostée de faire ça, mais moi, j'ai pris un moment pour me filmer moi-même, puis m'écouter, faire mes entrevues, mais comme sans personne d'autre, là, vraiment juste, je me suis préparé des questions. Je connaissais les questions d'avance, mais c'est des questions que je savais qui reviendraient probablement dans mes entrevues, puis je me disais ça doit être des one-liners assez forts que je suis capable de passer. Puis les premières fois que j'ai fait ça, là, le nombre de postures un peu bizarres que j'ai, de genre, moi j'ai tendance à réfléchir, à regarder en l'air. Puis là, je voyais que je passais la moitié de mon temps à pas regarder le micro, à regarder en l'air. Puis là, il y a comme des petits tics comme ça qu'on se rend pas compte qu'on a, qu'en se regardant, on réalise comme, mon Dieu, c'est comme la moitié du temps que je passe à communiquer un message, je fais ces tics-là. Fait que ça vaut la peine là, de le faire. Puis la structure que j'ai vue sur le... C'est un gars qui fait du public speaking, excusez-moi. Puis ce qu'il disait, c'est filmez-vous en train de répondre à une question. La première fois, coupez le son, faites juste vous regarder. Puis vous allez voir tous vos maniérismes, puis vous allez sentir que ça fait mal là, de faire ça. La deuxième fois, coupez l'image, puis mettez le son. Fait que là, vous allez juste entendre tous vos tics verbaux, puis tous les détours que vous prenez, puis comment des fois ça peut être difficile d'aller du point A au point B, puis que vous pouvez faire comme une petite parabole pour vous rendre qui n'était pas vraiment utile. Puis les autres fois, là, c'est plus regarder le message que vous êtes en train de passer, est-ce que le message, vous le passez bien, mais juste de faire ces étapes-là, ça permet de quand même aller chercher tous les petits défauts qu'on veut corriger pour une entrevue. Parce qu'on veut pas, en tout cas moi, ce que je sentais, je veux pas être quelqu'un de différent aux entrevues, mais je veux être sur mon meilleur jour quand même. Exact. Puis je pense que tout ce que vous avez dit, c'est bon. Puis la dernière chose que j'aimerais ajouter pour la préparation en général aux entrevues, c'est il y a en tout cas, à Sherbrooke, il y avait des ateliers qu'on pouvait faire en préparation des entrevues. Puis je pense que la FMQ aussi en faisait. Donc, participer à ça, je pense que c'est utile. Je pense que chaque opportunité différente donne une certaine perspective, puis vous en prenez, vous en laissez. Puis ça va vous aider à avoir un mindset d'entrevue, puis tranquillement enlever du stress pour que le jour de votre entrevue, ça soit plus naturel. Puis pas juste ça, mais on a dit qu'on se pratique avec un certain groupe d'amis, que nous, on se pratiquait littéralement à chaque jour pendant 2-3 mois. Mais rendu à un moment, il y a un certain confort qui commence à se créer à l'intérieur de ce groupe d'amis, puis peut-être une certaine vision brouillée par rapport à certaines choses que tu peux mal faire, et d'où la pertinence de pratiquer avec ces autres groupes. Parce que c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon d'amener tes réponses, c'est une autre vue externe sur des tics, des choses que tes amis ne voyaient plus. Puis moi, je l'ai fait même à l'extérieur de ces activités préparatoires-là. Je contactais des gens que je connaissais, mais je n'étais vraiment pas confortable avec, de Sherbrooke, puis je les avais croisés une seule fois. C'est juste du monde random sur Facebook. Hey, salut, t'es down de préparer des entrevues, puis tout le monde est tellement mindé que tout le monde te dit oui. Fait que j'ai pratiqué avec genre 3-4 personnes que
je côtoyais presque jamais, mais c'était juste cool les voir comment eux, ils amenaient leurs réponses. Puis je pense clairement que ça m'a permis de passer un autre cap dans ma préparation que si j'avais juste pratiqué avec mon groupe à moi. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Puis moi, le dernier point que je mettrais dans cette bucket-là, c'est il y a encore des activités qu'on peut rencontrer les résidents, des programmes à cette phase-ci de la préparation, puis c'est un bon moment d'y aller. Pour moi, je pense que c'était un des meilleurs moments parce que c'est vraiment là qu'on voit c'est quel genre aussi de résidents qui est rentré dans ce programme-là. Mm-hmm. Fait que ça nous permet de voir un peu possiblement quel genre d'attitudes qui sont recherchées qu'il faut mettre de l'avant. Puis eux autres, ils ont passé dans le processus, ils savent c'est quoi le processus spécifique de leur université. Fait que c'est le moment là, de... Puis aussi, à ces ressources-là, on peut demander un petit peu le type de questions qui sont plus souvent posées dans les entrevues qu'ils ont faites dans la spécialité. Puis ça peut être sur Internet aussi. Par exemple, tu m'avais parlé, je pense, d'un guide, quand on se préparait un guide de l'Université d'Ottawa qui était pas mal exhaustif sur ce genre de trucs-là. Donc, il y a, tu sais, les spécialités, ils vont avoir toutes leurs spécificités, mais en général, les entrevues CARMS suivent pas mal toujours le même format. En tout cas, on l'a fait juste une fois, mais il y a un guide de préparation, vous pouvez le chercher sur Internet. C'est guide de préparation CARMS, fait par l'Université d'Ottawa. Je pense que ça date de 2017. Tu sais, toi, tu t'es fait en document. Moi, j'ai pris littéralement le document préparé par l'Université d'Ottawa et j'ai répondu aux questions. Ils disent, c'est vraiment le easy path for interviews. Ils disent, prépare 3 qualités, 3 défauts, ce type de qualité, ce type de défaut-là. Ils disent, tiens, je veux que tu prépares des situations cliniques pour telle affaire, un échec, une réussite. Donc, puis, tu sais, ils disaient aussi de préparer comment se présenter, parle-moi de toi. Donc, je pense que ce qu'on peut faire pour le reste de l'épisode, c'est plus décortiquer un petit peu chacune des questions assez sommairement, mais juste donner les trucs que nous, on trouve pertinents. Puis, si on fait ça de manière exhaustive, bien, ça se peut que ça soit un petit peu long, mais je pense qu'il y a quand même des messages qu'on peut faire qui sont intéressants de notre expérience à date. Fait que moi, une des premières questions que j'avais ciblées, c'était « Parlez-moi de vous ». Un classique. C'est un classique, puis c'est un classique que je vous suggère quand même de préparer d'avance parce qu'il y a des bonnes chances qu'on l'aille. Moi, la façon que je l'avais adressé, c'était en 2 volets. Quels sont les éléments de ce programme-là qui vont fitter avec ma personnalité, fait que je vais vouloir parler de choses qui ont rapport avec eux autres, mais aussi qu'est-ce qui me rend un collègue agréable, qui va être intéressant. Fait que c'est pas juste de rester sur le plan purement académique, mais c'est de sortir un petit peu des sentiers battus, tout en restant avec une certaine cohérence avec cette université-là. Fait qu'il y a différentes façons de l'approcher, évidemment, là, mais moi, c'est un peu comme ça que je l'approchais. Vraiment nice. Puis si tu me permets juste un petit commentaire par rapport à cette question-là. Moi, je l'avais approché vraiment de manière différente, mais je l'avais approché comme une histoire. Je racontais mon histoire à moi. Exact. Puis je suis parti de où je suis né, au Maroc, dans un désert, et comment j'ai grandi, comment on a immigré ici avec ma famille, puis comment j'ai développé mes intérêts pour le sport, comment je suis allé au cégep, etc. Puis tout ça, qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis là, un 16 mars devant eux pour appliquer dans un programme d'anesthésie à Montréal. Fait que je trouvais que ça m'amenait tout ce que je voulais démontrer de manière fluide, puis je pense que c'était une bonne façon de l'approcher. Puis tu t'amènes un point super important que moi j'ai toujours gardé en tête pour les entrevues, c'est le narratif en arrière. Donc, tu sais, peu importe le type de questions qu'ils vont poser, tu peux toujours avoir, tu sais, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ton passé, puis essayer de plugger les questions pour que ça soit toujours, que ça soit toujours pertinent pour ton narratif. Pour ce qui est de parle-moi de toi, je pense que ça c'était important pour moi de faire une petite histoire également. Je commençais juste par donner au niveau plus général, puis là c'est comme une entonnoir. Qu'est-ce qui a fait que je suis en médecine? En médecine, qu'est-ce que j'ai exploré rapidement? Puis là, puis ici, on en avait discuté avec toi, Salco. Puis là, je m'en vais où? Parlez-moi de vous, mais c'est quoi mes intérêts? Puis ça m'emmène où, ça? Que l'entrevue, c'est pas une ultimatum, mais qu'il y a autre chose après. Oui, exactement. J'aspire à devenir interniste pour telle et telle raison. Puis
je me faisais un devoir dans les entrevues de parler un petit peu de moi en dehors. Toujours, tu sais, on peut faire des liens avec la personne qu'on est à l'extérieur de la médecine pour que ça soit pertinent pour les entrevues. Puis je pense que il y a personne tu sais, qui a parlé d'être né au Maroc. Puis avoir grandi dans le sable, je sais pas ce que tu as dit là, exactement, mais puis je pense que ça amène quelque chose d'unique qui probablement ce que tu te souviens le plus, c'est ces petites affaires uniques. Tout le monde a fait un stage de gynéco, de médecin interne, de psy. Tout le monde a eu des situations difficiles avec un patron ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ton histoire est particulière, puis je pense que cette première question-là, c'est un bonbon, là. C'est un cadeau pour toi de bien setter la table. Puis après ça, on peut bâtir là-dessus, puis brûlez pas vos meilleures lignes, puis tout ça que vous voulez dire. Vous n'avez pas besoin de brûler, mais juste piquer la curiosité. Puis ce qui arrive parfois, ou même, je trouve, assez souvent, c'est que quand on laisse la porte, l'opportunité aux autres de poser des questions, bien, ils vont venir aller les poser s'ils sont intéressés, puis ça crée un moment de discussion qui est dans l'entrevue, mais on dirait non planifié, puis c'est quand même assez intéressant. Puis une chose à garder en tête, c'est adapter votre réponse au temps que vous avez. Pour cette question-là, on n'a pas parlé de ça, mais oui. Je l'ai eu à 2 entrevues où est-ce qu'il y en a une, j'aurais pu expand 2 fois le temps puis ça aurait été correct, alors que l'autre, on me dit d'entrée de jeu, là, j'ai beaucoup de questions pour toi, ben ça a été assez court. Oui. Puis vous aimez mieux revenir à cette question-là à la fin, si vous avez trop été... si vous pensez que vous avez été trop bref, que de manquer de questions... De temps pour les questions de la fin, puis de juste pas répondre aux questions de la fin. En tout cas, moi, je préférais avoir cette attitude-là. 100% d'accord, et ça va avec l'idée du narratif qu'on peut toujours venir ajouter des petites parcelles à ce qu'on veut dire, puis la personne, la facette de nous qu'on veut présenter. Puis moi, je me donnais un peu le 1 minute rule pour ça, parce que je veux dire, la plupart des questions, tu peux y répondre à l'intérieur d'1 minute. Absolument. Si tu es préparé. Puis je pense que, puis vous regarderez là, si vous vous enregistrez, puis que ça dépasse 1 minute, c'est là où tu commences un petit peu à tourner en rond, que ça devient long, que les gens qui t'écoutent commencent un petit peu à regarder, qu'on perd la concentration. Fait que fixez-vous un petit peu cet objectif-là, à moins que ce soit dit de faire différent, que tu as 2 minutes pour répondre, gardez-vous ce 2 minutes. Puis par rapport à ce que tu parlais de justement rajouter ces petites touches personnelles, ces petites touches narratives-là, ben, ça s'applique à toutes les questions. Moi, je me rappelle les questions de « parle-moi de tes forces, parle-moi de tes faiblesses ». C'est littéralement comme ça que je l'ai abordé. Exact. Par exemple, moi, je voulais mettre de l'avant mes capacités à communiquer parce que c'est vraiment important dans le cadre d'un anesthésiste à 3-4 minutes avant l'opération pour rencontrer un patient qui est stressé comme jamais, qui s'est jamais fait opérer, puis de parler de niveau de soins. Fait que faut quand même établir un niveau de confiance assez rapidement. Et moi, la façon que j'aurais pu mettre ça de l'avant, ben, j'aurais pu dire, voilà, je communique bien, j'ai fait des stages à l'externat, puis ben, j'ai développé ma communication. Mais c'est un peu trop sommaire, c'est un peu trop large. Fait que moi, j'aimais bien souvent sortir un petit peu du domaine clinique, puis d'amener une expérience qui me rendait unique. Fait que pour moi, c'était une opportunité de parler de la chaîne YouTube, de dire que voilà comment j'ai pu développer ces compétences de communication. Que je me rappelle la première vidéo qu'on a fait, que c'était awkward, que je savais pas quoi faire, mais petit à petit, j'ai développé des façons d'être précis, concis, d'aller direct au but. Et voilà comment j'ai développé cette force qui est la mienne, d'être un bon communicateur, que je vais appliquer au jour le jour en tant qu'anesthésiste. Donc, si on résume, première chose, avoir un narratif, savoir qu'est-ce qu'on veut transmettre. Deuxième point que tu amènes bien, c'est d'ancrer tout ce qu'on dit avec des situations un petit peu plus concrètes, si possible uniques, et ne vous gênez pas d'aller en dehors de médecine. Je pense que ça rend les choses intéressantes. Je pense qu'on peut continuer peut-être avec les questions de base à préparer. Oui, effectivement. Fait que la prochaine question qu'on avait aussi, c'est qui est un grand classique, les forces, les faiblesses. Comment tu approchais ça, Tahir? Ben, c'était un petit peu ça, vraiment. C'était
de ta préparation, je m'étais déjà ciblé 3 forces, 3 faiblesses que je voulais mettre de l'avant. Les faiblesses moins qu'on me le demande, mais que j'étais prêt à en parler. Fait que déjà, j'ai parlé potentiellement de ma capacité de communicateur, puis comment moi je l'ai relié à une de mes activités extracurriculaires qui est YouTube. Mais les faiblesses, c'est tout le temps quelque chose de tricky. On n'aime pas ça, parler de nos faiblesses. C'est difficile à préparer aussi. C'est une faiblesse. Pardon? Est-ce qu'être perfectionniste, c'est une faiblesse? Parlez pas de ça. Parlez pas de ça, je suis d'accord. Parlez pas de ça à moins je pense que ça peut l'être pour certaines personnes, mais c'est tellement en cliché que même si ça l'est spécifiquement pour vous, puis sûrement qu'en médecine, c'est un domaine où est-ce que le perfectionnisme peut être vraiment en défaut, c'est en médecine, pour certaines personnes, mais c'est trop cliché pour que ça vaille la peine d'en parler. Puis pour les faiblesses, quelque chose que je me suis dit que c'était important de faire, c'est... Veux pas, on connaît nos faiblesses, c'est pas vraiment de les cacher, de dire je vais en présenter une autre faiblesse qui a l'air moins pire, mais plus de dire oui, je sais que j'ai ça, puis genre être vraiment honnête. Mais après ça, on peut bâtir à travers ça, puis dire j'ai encore de la misère, mais voici toutes les façons que j'ai mis, toutes les choses que j'ai mis en place pour que je puisse être fonctionnel, puis que je puisse être même performant malgré ces défauts-là. Puis je pense que un des points que j'avais dit dans mes entrevues, puis qui sont des faiblesses un petit peu difficiles à justifier, mais c'était par exemple la gestion du temps ou l'organisation. Tu veux pas arriver dans une entrevue puis dire ouais, moi je suis le bordel en ce qui concerne l'organisation, ou je gère mal mon temps. Ça, c'est des choses qui peuvent être vraies, mais qu'il faut bien amener pour pouvoir bien transmettre le message. Puis une des choses que j'aimais faire, c'est commencer par c'est quoi ma faiblesse? Comment ça a eu des impacts dans les dernières années? Pas juste au niveau des études, mais aussi au niveau de la vie personnelle. Fait que, mettons, pour la gestion de temps, j'avais dit, des fois, je me concentrais trop à étudier, puis ça finissait plus, puis je planifiais pas de temps pour faire du sport ou pour sortir entre amis. Puis c'était important pour moi. Et donc, j'ai commencé à planifier ça. Je l'ai mis directement dans mon horaire. J'ai commencé à avoir un calendrier d'études. Des choses concrètes qu'on a fait pour être capable de pallier. Puis, il faut pas nier, là. J'ai encore de la misère avec ça. De temps en temps, il y a des moments où est-ce que je me dis j'aurais pu mieux gérer mon temps. Mais maintenant, j'ai plein de stratégies que je suis capable d'appliquer. Puis je travaille encore là-dessus activement. Puis ça demande un peu de introspection. Puis peu importe les défauts que vous avez, l'important, c'est pas de les avoir ou pas les avoir, mais qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Vraiment. Puis le seul conseil que j'ai pour ça, c'est... Des fois, on est un peu biaisé sur notre façon de voir nos qualités, surtout nos faiblesses, en fait. Fait que demandez aux gens autour de vous, vos parents vraiment. Qui vous côtoient. Moi, je me rappelle, je l'avais écrit à Alain, puis il m'avait dit quelque chose que j'ai pas trop aimé, mais ça devait être vrai, parce qu'il le voit, puis il y a des éléments qu'il a dû voir qui l'ont amené à penser ça. Fait que je pense que c'était une réaction presque normale de ma part de pas aimer entendre une faiblesse sur laquelle j'étais pas tant au courant, mais c'est vraiment la meilleure façon de les avoir. Puis après ça, tu t'assois, puis tu te dis, OK, comment j'ai pallié à ça pour être fonctionnel dans un milieu? Puis, je rajouterais là-dessus, on est tous des êtres différents dans notre contexte familial, dans notre contexte scolaire, à l'hôpital, ici et ça. Demander du monde dans toutes ces sphères-là, puis vous allez peut-être avoir des réponses très différentes en fonction du contexte. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui peut, encore une fois, dans un narratif qui peut bien s'intégrer par la suite. Là. Puis tout ça mis ensemble, ça mène à la prochaine question de comment ces forces et ces faiblesses-là, comment ça peut avoir un mariage avec le programme dans lequel vous appliquez. Fait que, Alain, toi, tu voulais nous parler un peu de la question, pourquoi avoir choisi ce programme-là? Oui, puis je pense que ça, c'est une question super intéressante à préparer parce que en la préparant, vous allez voir
qu'est-ce qui vous motive. Puis avant de juste s'asseoir puis juste le dire, je pense que rappelez-vous au moment où est-ce que vos amis vous ont demandé, tiens, ah oui, pourquoi t'appliques là-dedans? Ou qu'est-ce qui a fait que t'appliques là-dedans? Puis rappelez-vous qu'est-ce que vous avez dit dans ces temps-là, puis c'est souvent la même réponse qui va ressortir. Donc, faut juste essayer de prendre toutes ces petites réponses-là qu'on a dit dans les derniers mois, dernières années, les condenser, puis mettre ça beau pour qu'on puisse le dire en mettant une emphase sur les forces et faiblesses qu'on discute et qu'on veut mettre de l'avant. Absolument. Puis la façon que moi j'ai séparé un peu cette question-là, c'était en 3 volets. De un, il y a la spécialité en soi, que voilà pourquoi l'anesthésie m'intéresse. La deuxième chose, c'était pourquoi le programme d'anesthésie à Montréal m'intéresse. Puis là, ça vient de ton travail préalable qui a été de cibler les particularités de ce programme, que ce soit via la description du programme, le site du programme avec leurs valeurs, etc. Puis en parlant aux résidents. Et finalement, le troisième point, c'est que ce programme-là, il est dans un contexte social, dans une ville qui a aussi ces particularités-là. Fait que moi, j'avais aussi mis, admettons que j'arrive à Québec, c'est quoi qui va faire en sorte que je vais être heureux à Québec? Exact. C'est qu'il y a une ville, il y a une histoire, il y a une culture qui se développe de multiculturalisme, il y a la nature. Fait que c'était comme ma façon d'être holistique dans ma réponse puis de les rattacher à ce qui est important pour moi pour avoir appliqué dans ce programme. Ouais, exact. Puis ça, c'est spécifique au programme, mais il y a tout le temps la réponse de d'ailleurs, pourquoi exactement? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'ANES, tu as commencé à aimer ça, puis tout, c'était assez particulier. Je pense, je sais pas si tu en as parlé, que tu en avais parlé à ta blonde. Ouais. Est-ce que tu en as-tu parlé? Je sais pas, mais c'est quand même drôle, puis je pense que ça vaudrait la peine, mais j'ai passé à travers plusieurs phases dans ma médecine d'intérêt vers des spécialités, puis l'ANES, j'y connaissais rien. Fait que là, il y a ma femme qui m'avait dit tu pourrais appliquer en ANES, comme ça tu vas devenir anesthésiste, puis tu vas me texter toute la journée. Fait que là, j'étais comme, mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Puis... Mais au final, ça m'a juste fait réaliser que je m'y connaissais pas qu'est-ce qu'un anesthésiste fait. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube de genre Day in the Life, puis j'ai commencé à faire de l'observation, puis j'ai fait mes stages. Puis tout ça a éventuellement mené à pourquoi j'ai vu les liens entre ma personnalité puis cette spécialité-là. Fait que ouais, c'était une belle anecdote par rapport à où on est venu mon intérêt. Puis ça, j'étais assez honnête de le dire aussi en entrevue. Oui, effectivement. Puis, une chose que je voudrais amener aussi dans ta division là, que tu faisais, un des pièges à ne pas tomber, là, on entend maintes fois par rapport à la ville. Une bonne partie de ceux qui nous écoutent restent appliqués à l'Université de Sherbrooke, puis souvent, il y a cette question-là, puis les évaluateurs, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils reçoivent souvent la réponse « Ah, mais à Sherbrooke, on peut aller faire du plein air. » Puis ça s'arrête à peu près là. Fait que je fais juste pour que votre réponse tombe plus sur le positif que vers le cliché, essayez d'aller quand même chercher plus d'éléments que juste ce qui est à la surface, de gratter juste un petit peu si vous êtes sérieux dans votre application dans cette université-là. Ouais. Moi, j'avais l'approche de mettre beaucoup d'emphase sur la spécialité plutôt que le programme spécifiquement. Des fois, ils posent spécifiquement qu'est-ce que tu vas amener au programme, qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu vas être un meilleur candidat par rapport à un autre. Puis ça, c'est une question à préparer spécifiquement. Mais pourquoi choisir la radiologie? La réalité, c'est que moi, personnellement, que je sois pris à Québec, Sherbrooke, Montréal, ou n'importe où au Canada, je vais devenir radiologue, puis c'est ça que je veux faire. Donc, moi, j'avais plus cet aspect-là, puis j'ai essayé de rattacher tout mon parcours scolaire, comment ça m'a mené aujourd'hui, spécifiquement, à appliquer en radiologie. Puis c'est drôle parce que je disais justement que moi, puis vous le savez, là, je sais pas si les auditeurs le savent, mais moi, j'avais comme objectif de carrière de devenir ingénieur avant d'appliquer en médecine. Puis, tu sais, j'avais découvert l'aspect un petit peu biomédical avec l'imagerie. Puis, c'est dans ce contexte-là que j'avais appliqué. Puis là, je suis rentré en médecine, j'ai exploré, puis j'en ai parlé. J'ai exploré les autres choses. La chirurgie, il y a telle et telle chose que j'aimais. La médecine interne, il y a telle et telle affaire que j'aimais. Puis,
j'ai un petit peu comme connecté les points pour dire, mais tu sais, quand on regarde un peu, ben, c'est la radio. C'est dans la spécialité de radiologie que je me retrouve avec les aspects que j'aime des deux. Et puis, j'étais capable de bien lier tous les points. Puis, c'est juste un travail où est-ce qu'il faut s'asseoir puis le faire. Mais souvent, ce qui mène à ce que maintenant tu appliques là-dedans, ben, si tu regardes un peu en arrière, tu es capable de trouver exactement pourquoi, puis les raisons, puis les influences et tes expériences personnelles, puis qu'est-ce que tu valorises. Puis tout ça, il faut juste le rattacher pour que tu puisses en parler assez facilement. Puis autant pour la question de retourner vers l'arrière pour répondre à ce qui est maintenant, ben c'est aussi retourner dans l'arrière pour dire, puis répondre à la question de où tu te vois dans 10 ans, qui est aussi un classique dans 5 ans, 10 ans, peu importe. Et pour répondre à cette question-là, moi, j'avais répondu un peu de la même façon de « parle-moi de toi ». Encore une fois, c'était peut-être un petit peu un gamble, mais dans la question de où vous voyez dans 10 ans, j'ai littéralement parlé d'un jour typique que je me vois avoir dans 10 ans. C'est intéressant, j'ai jamais entendu faire ça. Je me réveille le matin, puis là, ben, je prépare mon déjeuner. Tu comptes une histoire, là. Ouais, vraiment, une histoire d'une journée. C'est insane. J'ai jamais entendu quelqu'un faire ça. Fait que là, puis, tu vois, j'ai ma femme à qui je dis au revoir, puis je dépose les enfants au travail. Fait que là, je parle un petit peu de, justement, la composante familiale. Excuse-moi, à l'école. Du child labor. À la garderie, tu voulais dire. Exact, à l'école. Après ça, j'arrive au travail, puis je mets l'emphase sur toute l'ambiance que j'ai dans le bloc opératoire, puis des collègues avec qui j'ai développé une amitié, littéralement, puis qu'on parle un petit peu de notre fin de semaine. Puis là, après ça, j'ai une rencontre à 13h sur un projet de recherche avec des étudiants sur lesquels je suis en train de travailler, faire parler un petit peu du côté clérical que je voudrais avoir dans ma pratique. Puis, bon, à la fin de la journée, je vais au gym ou je vais à un match de soccer avec des amis pour parler un petit peu de la composante sociale, puis mes amis, puis mes activités extramédicales. Fait que tout ça, ça me permettait dans une journée de dire, voilà toutes les choses qui vont être importantes pour moi dans 10 ans. Puis s'il y a des questions supplémentaires plus spécifiques, ils les poseront. Mais je trouve que c'est une façon un petit peu moins classique de répondre à la question. Exactement. Cette question-là, d'ailleurs, quand on regarde un peu le document dont je vous parlais de l'Université d'Ottawa, il décrit un peu c'est quoi qu'on cherche par cette question-là. Puis c'est souvent, où est-ce que vous voyez travailler plus tard? Peut-être que vous venez d'une région, Abitibi-Témiscamingue, puis vous voulez retourner là-bas. Ou quel type de pratique aussi on veut? Est-ce qu'on veut plus académique? Est-ce qu'on veut plus faire de la recherche, tu t'en parlais? Ou est-ce qu'on veut plus une carrière plus communautaire dans des hôpitaux communautaires? Ou, dépendamment de la spécialité, peut-être que c'est de la clinique qu'on veut faire. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, moi, je suis d'accord avec toi. C'est important pour moi aussi de rajouter le fait que, dans 10 ans, je ne vais pas juste être radiologue, je vais juste être radiologue et une personne complète. Puis, dans une personne complète, il y a la vie en dehors du travail. Puis, pour moi, c'est important d'être heureux au travail et en dehors du travail. Donc, je trouve ça super intéressant comment tu l'as fait, mais c'est exactement un peu la même approche que j'avais de parler un peu des activités en dehors qu'on trouve importantes. Puis de lier aussi ça au... je disais le narratif, mais... je sais pas, moi, personnellement, j'aime la musique, par exemple. J'aime jouer de la guitare. Est-ce que ça serait pertinent d'en parler que dans 10 ans, je vais avoir plus de temps pour m'attarder à mes loisirs? Je trouve que oui. Je trouve que c'est quand même... on peut mettre les priorités où est-ce qu'on veut, mais il n'y a pas juste le travail. Puis si vous parlez à vos patrons en stage, puis vous avez la chance d'en discuter, les patrons, ils ont plein d'intérêts autres. Je sais pas qui me parlait du kitesurf ou je sais pas, il y avait un patron. Oui, c'est un psychiatre à Chicoutimi. Il y a un psychiatre. Puis j'avais parlé aussi à un autre patron qui était fan de vélo. Puis, ils sont tout à fait compétents, puis c'est des médecins à part entière, mais c'est aussi des personnes dans leur vie personnelle. Je trouve ça super intéressant de l'ajouter, puis je trouve que c'est tout à votre avantage de le faire. L'amener d'une bonne manière, là, toujours,
mais je trouve que c'est intéressant. Ça fait des discussions qui montrent un volet de vous qui est différent puis qui va vous rendre plus intéressant. Il y a la compétence qu'ils recherchent, mais ça revient encore au point de ils cherchent un futur collègue qui va être intéressant à côtoyer. Puis ça montre un peu sur vos valeurs là, que vous avez aussi à l'extérieur. Parlant de valeurs, en médecine, on a tous appris le CADMEDS là, dans nos premières années d'études, puis c'est quelque chose qui va être adressé aux entrevues à plusieurs reprises de différentes façons. Fait que on s'en rappelle, le j'ai son loin dans ma tête, mais l'expertise, le leadership, le gestionnaire. Promoteur de la santé. Promoteur de la santé et compagnie. Puis je pense qu'à la moitié de mes entrevues, on m'a posé une question qu'on me demande de parler d'une de ces éléments-là. Fait que je pense que c'est un peu un travail obligé. Je sais pas comment vous l'avez pris, vous, là, mais moi, je l'ai pris comme c'est un devoir obligé de prendre ces éléments CADMEDS-là, de venir mettre 1-2 situations sur lesquelles cette valeur-là a été bien mise en application, puis 1 ou 2 situations où est-ce que ça n'a peut-être pas été bien mis en application. Pareil. Puis je vous dirais que moi, je me suis fait prendre au dépourvu. Je m'étais préparé à peu près 2 situations par comme cas de figure. Là. Ouais. Puis je ne me rappelle plus c'est où, mais on m'a demandé une 3e situation où est-ce que j'ai été témoin d'un manque de professionnalisme. Fait que c'est des questions qui sont toujours délicates parce qu'on veut répondre de façon quand même cordiale et de façon quand même politically correct. On veut pas juste lancer quelqu'un en dessous du boss. Mais fait que ça demande un peu... Moi, je l'ai pris, ça prend vraiment du temps à juste répondre, à bien développer ces questions-là, ces réponses-là de façon politically correct. Prenez le temps de faire ce devoir-là. Moi, je pense que c'est la question que j'aimais le moins préparer parce que c'est vraiment plus je trouvais que c'est un devoir de juste répondre à une question pour cocher quelque chose dans le Collège Royal, pas dans les agréments des différents programmes. Mais encore une fois, moi je le voyais avec amener un narratif, essayer de montrer une fenêtre de plus sur vous êtes qui vous comme personne en dessous de ça, puis montrer comment cette valeur CADMEDS-là puis votre individu sont comme bien... il y a comme une concordance à ce niveau-là. Mais pour l'avoir pratiqué avec beaucoup de monde, c'est pas quelque chose qui vient juste comme ça en tête, ces situations-là. C'est vraiment faire un travail d'introspection. Puis l'externat, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on vit beaucoup de situations très variées, différentes, dans différents milieux aussi. Fait qu'on est capable de voir le très beau et le moins beau de différentes situations. Fait que n'hésitez pas à puiser là-dedans. Ceux qui commencent l'externat, dans ceux qui nous écoutent, je vous dirais, c'est peut-être bon ce que Tahir disait, là, de se faire un journal de situations. Tout ce qui ressort un petit peu de l'ordinaire du quotidien, juste de le tracker à quelque part, ça peut... Les bons coups et les mauvais coups aussi. Oui, exactement. Donc, des deux côtés pour avoir des exemples. Puis que ça, même si on l'a pas pratiqué, de s'en rappeler que, ah oui, c'est vrai que telle chose est arrivée dans un stage, c'est intéressant. Puis c'est vrai parce que des fois, ils donnent des spécificités qui font en sorte que la question est plus difficile qu'elle doit l'être, mais c'était avec un autre collègue ou avec un patron ou avec un patient. Puis là, c'est toutes des variantes que des fois, ton exemple ne marche pas exactement. Puis c'est correct, c'est juste de ramener ça à ce qu'on veut dire. Puis souvent, ces questions-là sont déguisées parce qu'à la fin, ce qu'ils veulent savoir, c'est en plus, c'est quoi tes forces et faiblesses. Ça revient aux forces et faiblesses, puis ça revient à ton narratif au début. Donc, tu sais, une situation difficile que tu as eu à l'externat, tu peux parler de quelque chose qui est en lien avec tes forces. Fait que si une des forces que tu veux dire, c'est que moi, j'ai du leadership, dis donc, tu sais, une situation difficile où est-ce que, genre, il a fallu que tu prennes un peu le leadership pour résoudre le problème. Ou, tu sais, quelque chose au niveau de la collaboration. C'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant pour la spécialité en particulier, mais démontre comment, tu sais, dans une situation en particulier, c'est en collaborant avec les autres qu'on a résolu ça. Ça se rattache au narratif. Puis ils vont essayer de déguiser n'importe quelle question, mais ça revient tout le temps un peu à la même chose. Puis là, on parle beaucoup des questions qu'on peut préparer. C'est exactement. Qu'on peut voir à l'avance, mais ça ne sera pas toujours ça. Exact. Il y aura tout le temps des questions que des fois, tu regardes a posteriori et tu te dis, mais
what the fuck? Qu'est-ce qu'il cherchait C'était avec quoi, ça? Ouais. Puis, par exemple, la question classique, ben, si t'étais un fruit, qu'est-ce que tu serais? Ouais. Ou si t'étais un ustensile, qu'est-ce que tu serais? Vous, je sais pas comment vous les avez préparés ou amenés. Moi, honnêtement, je suis content, j'ai pas eu ce genre de questions-là. Celle qu'on m'avait dit de préparer, c'était une des universités avant que nous, on applique là, dans les cohortes précédentes. C'était si t'avais écrit quelque chose sur la Lune, qu'est-ce que t'écrirais? J'ai entendu. Puis je vous dirais que moi, j'ai juste, plus que juste le préparer pendant les situations, pendant les mises en situation qu'on se faisait entre nous, puis d'essayer de se challenger, être dans une situation un peu inconfortable, puis s'habituer à recevoir. Faites-le dans les pratiques d'entrevue avec vos Vraiment. amis, de poser des questions qui sortent de nulle part. Là. Oui, exact. Que vous savez qu'il va y avoir de la misère, puis il faut garder la face... Puis c'est plus ça que je pratiquais, c'est de dire, je vais essayer de rester en contrôle, puis de pas avoir comme la panique qui part dans la tête, puis de plus être capable de répondre à la question. Parce que c'est ça le but. Ouais. Exact. Comment qu'on réagit au stress. Donc, d'ailleurs, pour répondre à ta question, on peut toujours être systématique. Puis, ça, c'est une des choses qui était importante pour moi, c'est de démontrer que j'étais systématique. Je pense que c'est important pour la radiologie, d'ailleurs. Mais il y a plusieurs types de questions. Il y a les questions où est-ce qu'ils vont dire quel type de collation, quel type d'animal ou de fruits ou quoi que ce soit. Ça, c'est des questions qu'on peut préparer d'avance un petit peu, penser, c'est quoi que je veux amener avec ça, c'est quoi ton film, ta chanson préférée, ton acteur préféré, des choses comme ça que, bon ben, tu peux dire n'importe quoi, mais des fois, tu peux aussi amener en point avec ça, puis c'est bon de les préparer. Il y en a d'autres qu'on ne va pas pouvoir préparer du tout, puis il faut juste y aller. Bon, ben, c'est quoi, dans le choix de réponse, c'est quoi les qu'on valeurs? fait dans la tête, qu'est-ce qui me vient en tête en premier? Puis bon, comment est-ce que je peux rattacher telle ou telle réponse au narratif auquel je travaille depuis le début de l'entrevue. Puis, si on te demande l'animal, par exemple, puis t'as mis de l'emphase sur le fait que t'es vraiment sympathique avec les autres, puis tout ça, puis c'était ça ton point principal. Puis tu dis, l'animal, je suis un lion, j'ai du leadership, puis ça sort de nulle part dans l'entrevue. Mais c'est correct. Il faut que tu justifies. Mais il y a moyen d'aussi prendre un animal qui démontre déjà les valeurs dont tu as parlé, puis tu peux souvent rattacher ça. L'autre type de questions qui arrive parfois, c'est des questions d'opinion. Donc, qu'est-ce que tu penses de tel... je sais pas moi... la guerre en Ukraine. Les urgences... Ouais, la guerre en Ukraine, ça peut être une question, ou des urgences qui débordent, ou de telle chose ou de telle autre. Puis, ça, c'est systématique. Puis, on nous en avait parlé, je pense, dans les ateliers. C'est bon de dire c'est quoi le problème. Donc, dire, moi, ma compréhension de la guerre en Ukraine, c'est telle et telle chose. Comme ça, tu montres qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu connais pas. Puis, si tu connais pas beaucoup de choses là-dessus, bien, au moins, tu vas l'avoir dit. Tu sais, je connais pas beaucoup de... Je suis pas tant de la politique... proche de la Russie ou dans l'Europe de l'Est, mais voici ce que j'en comprends. Alors, essayer de faire les pour et les contre. Puis ça, c'est difficile des fois dans certains débats. Là. C'est quoi l'opinion d'un camp? C'est quoi l'opinion de l'autre camp? Puis après ça, dire un peu, tiens, sous réserve, si on veut, sous réserve de ma compréhension ou avec les informations que j'ai en ce moment. Puis moi, ça, c'est mon opinion personnelle, puis d'être concret, répondre à la question. Puis je pense que c'est une des choses à faire, c'est assurez-vous que vous avez répondu aux questions. Puis la seule chose qui est importante pour ces questions-là, puis que je veux mettre l'emphase dessus, c'est que souvent, vu que tu n'as pas préparé la question, il y a cette instabilité-là, ce stress-là qui s'installe, puis tu te sens un petit peu inconfortable, fait que tu sautes direct dessus, puis tu réponds. Ben, il n'y a pas de problème à prendre 5 secondes, puis de le dire. Puis ça, je pense qu'on ne l'a pas encore présenté, mais tu peux dire « Ah, c'est une bonne question, c'est ça que vous me posez ce matin. Donnez-moi 5 secondes, je vais y réfléchir. » Et moi, je l'ai fait à quelques reprises, puis je l'ai pratiqué aussi avec mes amis pour le faire. Puis ça rend ce silence-là de moins en moins inconfortable. Oui. Puis ça me permet de penser à cette structure-là que Alain dit. Ben, Alain, il n'a pas pensé à tout ça
le jour 1 où il a préparé ses entrevues. C'est qu'il a forcé son esprit à réfléchir de cette manière-là. Puis dès que tu as une question d'opinion, ben, tu sais que tu vas l'amener de cette manière-là. Mm-hmm. Puis on a le droit aussi de dire, dans la même veine, là, de dire, écoutez, c'est une bonne question, est-ce qu'on peut y répondre à la fin? Que si vous avez, moi ça m'est arrivé une fois de dire, ça fait 3 questions, ça flotte bien, puis celle-là, elle vient un peu me bloquer. Puis je sens que ça va prendre un petit peu plus de réflexion, puis j'aimerais ça finir sur celle-là parce que je sais que si le temps coupe là-dessus, je veux pas prendre trop de temps de mes autres questions sur celle-là. Fait que gardons-la pour la fin, puis finalement à la fin ça a super bien été, mais vous avez le droit de demander ces changements, puis si ça marche, s'ils veulent pas, puis ça finit là, mais de le demander, ça tue pas non plus, là. Puis, exactement. Puis au-delà de ça, ben, on a parlé de beaucoup de choses qu'il faut faire en entrevue, qui sont bonnes à faire, qui sont bonnes à préparer. Mais on voulait aussi un petit peu mettre l'emphase sur les choses qu'il faudrait éviter dans une entrevue. Puis, est-ce que vous aviez des conseils, des choses que vous suggérez à notre auditoire de ne pas faire en entrevue? Ben, toutes les questions de base, là, arriver à l'heure, c'est la première, de ne pas avoir d'attitude qui est condescendante, qui passerait pas dans un milieu de travail normal, là, ça c'est la première chose. Puis juste tout ce qui peut être perçu comme un manque de respect ou être un peu trop familier, même si c'est un patron que vous connaissez en entrevue, on vous voit, on reste quand même avec une distance professionnelle. Moi, j'ai eu une entrevue avec une patronne avec qui ça a super bien été, mais l'entrevue, c'est pas le moment de prendre des nouvelles des enfants. Effectivement. C'est un beau point, ça le coup que t'amènes. Même s'ils sont très chaleureux, moi c'est quelque chose que je me gardais quand même une distance. Je reconnaissais cette relation-là, mais en gardant quand même je suis conscient que je suis en entrevue présentement, je suis pas sur mon divan le dimanche. Absolument, absolument. Et moi, l'autre point que je voulais amener, ben, c'était encore une fois par rapport à... Tu as fait le travail de passer sur la description des programmes. Et les programmes ont aussi fait le travail de répondre à beaucoup des questions qu'on pourrait leur demander sur leur programme. Fait que quand il y a la question de « Avez-vous des questions pour nous ?» à la fin, ben, évitez les questions sur lesquelles il y a déjà des réponses disponibles. Oui. Parce que tu ne démontres pas une pensée plus approfondie et tu fais pas le maximum de cette opportunité-là d'apprendre quelque chose qui n'était pas disponible. Fait que réfléchissez à des questions sur lesquelles vous n'aviez pas de réponse, sur des éléments de votre vie personnelle. Voilà, moi, je suis, je sais pas, je vais être un parent bientôt. Ben, comment votre programme s'adapte un petit peu à cette nouvelle réalité que j'ai? Je pense que ça fait beaucoup plus personnel. Puis c'est des questions que vous voulez vraiment savoir. La question « Avez-vous une question ?» est une question d'entrevue en soi. Oui. Ça démontre la préparation que tu as faite pour l'entrevue. Puis c'est bon d'en avoir quelques-unes parce que ça se peut que pendant la discussion, il y en a une qui soit répondue. Fait que, tiens, il y a quelqu'un qui m'a dit de préparer 5 questions d'entrevue pour la fin. Là. Je trouve que c'est beaucoup, mais ça te force un peu à réfléchir. Bon, mais qu'est-ce qui me manque comme information? Puis c'est important de faire ça pour pas improviser puis avoir l'air non préparé. Surtout que, tu sais, on dit que souvent, la dernière chose, c'est ce qu'on se rappelle, la première et la dernière chose. Fait que, tu sais, finir sur une bonne note, finir sur quelqu'un qui, mon Dieu, était vraiment intéressé, c'était vraiment une bonne question auquel on n'a pas de réponse pour le moment ou auquel, tu sais, ça m'a pris au dépourvu parce que c'était très, très spécifique ou, tu sais, je trouve que c'est intéressant de faire ça, ça démontre vraiment, vraiment l'intérêt. Fait qu'à ne pas négliger. Absolument. Puis cette question-là, c'est aussi... c'est pas le moment de trick le programme. Si c'est une question que c'est les résidents qui vont avoir la réponse, c'est peut-être pas le meilleur médium de demander au programme ce type de questions-là. Ça a été un long journey pour arriver jusqu'aux entrevues. Je pense qu'on a fait un bon tour de qu'est-ce qui se passe là, pour les entrevues. Juste pour conclure, tout ce qui est bug technique, c'est quelque chose que je mettrais de l'avant, de faire attention. Préparez-vous, assurez-vous d'avoir un Internet qui est stable, votre ordinateur. Taïa peut nous en parler, mais si votre ordinateur est dû pour être changé, faites ça avant le jour des entrevues. Vraiment. Puis même chose, si vous
vous écoutez votre micro, puis votre micro fait pas la job d'ordinateur pour différentes raisons. Il y a des options qui sont pas si chères que ça sur Internet. Vous pouvez acheter sur Amazon, les retourner. Exactement. Vous pouvez acheter des micros. Puis honnêtement, testez-le avec vos amis, puis vous allez le voir là, quand la différence, quand il y a un bon micro, quand il y a une bonne caméra, ou quand on est face à la lumière ou contre la lumière. Fait que faites-le exactement dans les conditions où est-ce que vous allez le faire, les entrevues. Faites les préparations dans les mêmes conditions où est-ce que vous allez faire vos entrevues pour que ça soit fidèle, puis que le jour de l'entrevue, ça puisse être très productif, justement. Puis tenter d'avoir des bouées de secours. On le sait jamais. Tu peux tout te préparer, puis ça se peut que le jour J, il y a quelque chose qui marche pas. Ben, au moins, ayez un numéro de téléphone pour les personnes qui vont organiser l'entrevue. Souvent, ils le laissent disponible. S'il y a des bugs techniques, ben, au moins de pouvoir appeler puis donner des nouvelles, puis pas juste que ton Wi-Fi a planté puis que tu n'as aucun moyen de les rejoindre. Puis des fois, ça peut être aussi des autres ordinateurs dans la maison qui sont disponibles. Fait que ayez des plans B. T'as pas envie que quelque chose ne marche pas ce jour-là. Puis si vous êtes malade, c'est correct d'appeler le programme pour leur dire que vous êtes malade. Je connais des gens qui ont reporté leurs entrevues comme ça. C'est stressant, mais généralement, ils vont comprendre. Puis ils vont essayer d'accommoder. Ils vont essayer de vous accommoder là, pour que vous puissiez faire votre entrevue sous un bon jour quand même. Là. Fait que, merci encore pour l'écoute, tout le monde. Le prochain épisode, on va vous parler des stages ectopiques. Puis j'espère que cet épisode a été quelque chose qui va être pratique pour vous, utile pour l'avenir, pour vos préparations, là, pour vos entrevues. Puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires également si vous voulez dire des choses qu'on a manquées ou d'autres informations auxquelles vous voudriez avoir plus d'infos. Également, vous pouvez nous laisser en commentaire les suggestions d'épisodes, des choses que vous voulez qu'on parle. Puis on peut regarder ça en temps perdu. Je voulais aussi vous dire, si jamais vous voulez nous laisser des reviews pour les gens qui nous écoutent, donc sur Apple Podcasts, sur Spotify, ça va nous aider un peu pour avoir le feedback, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis amener un peu le podcast dans la bonne direction. Puis une autre façon de communiquer avec nous, c'est via notre page Instagram, Les Disciples d'Hippocrate, où on publie justement les nouvelles vidéos. Puis on vous tient au courant un petit peu de cette manière-là. Puis c'est aussi une façon de nous écrire de manière très, très, très accessible si vous avez des questions ou des commentaires. Ce fut un plaisir. Au prochain épisode.